Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue de Tout le monde peut écrire avec votre hôte, Carl Rochelot, et notre invité, Steve Laflamme. Steve, parle que tu apparaisses. Je parle pour apparaître. Vous Ouf, m'entendez bien, tout le monde, oui? Oui, OK, super. Ben, ça me fait bien super, plaisir d'être là. Merci beaucoup. good, merci C'est le d'être fun, il y a là. plein de monde. Tu avais mis mes attentes au plus bas, puis c'est le fun. On est pas mal plus haut. Oui, mais c'est ça, moi je dis tout le temps, on se fait pas d'attente, on est deux. C'est exactement comme dans les salons du livre. On se fait donner Exact. une séance de... On se faisait, tu vas avoir une entrevue sur une scène, puis tout, puis on est comme, oh, wow! Puis là, on arrive au salon, puis on est excité, puis il y a un gros build-up, puis là, on arrive, puis on s'assoit, puis là, il y a 3 personnes qui ont juste mal aux jambes, fait que se sont C'est assis ça. sur les chaises de la salle. Puis là, il y a plein de jeunes qui en arrière, qui font tellement de bruit qu'il n'y a aucune chance que personne d'autre t'entende que les 4 personnes en entour. Fait que, Exact. c'est ça, mais là, t'as plus que ça, Steve, c'est le fun! Génial. Écoute, j'ai plein de choses. J'ai le goût, premièrement, de commencer. Tu sais, l'écriture, c'est une affaire de passion dans ma tête. Fait que j'aime ça savoir, les auteurs qu'on reçoit, j'aime ça savoir comme ça a été quoi leur premier contact, c'est quoi l'affaire qui leur a comme donné la piqûre par rapport à la lecture slash l'écriture. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus, que tu nous dises comme, comment cette histoire d'amour-là a commencé pour toi. Ben, moi, en fait, il y a deux arts qui prennent bien la place dans ma vie, c'est la littérature puis la musique. Puis les deux, ça m'a été amené par ma mère. Dans ma mère, c'est une famille de musiciens. Puis pour la lecture, l'écriture, c'est la même chose aussi. Un des plus lointains souvenirs, je pense que c'était à l'âge de 5 ans. Puis je questionnais ma mère pour savoir si c'était comme ça qu'on faisait les lettres. Tu sais. Puis à 5 ans, aujourd'hui, je sais que la plupart des enfants savent faire les lettres, là, mais donc, tu sais, je vérifiais, tu sais, c'est-tu comme ça qu'on écrit en lettres attachées? Puis j'allais un petit peu trop vite pour le cheminement naturel. C'est que j'avais cette espèce de curiosité-là par rapport à l'acte d'écrire comme tel, tu sais, pour communiquer. Puis, étrangement, moi, j'ai pas commencé à m'intéresser à la lecture très jeune. C'est-à-dire que j'ai su lire très jeune, là, tu sais, puis en première année du primaire, la prof m'a fait aller en avant de la classe parce que j'avais réussi à lire mon Luc et Martine au complet, puis les autres avaient choqué après 3-4 pages, je pense, là, puis ça avait demandé tout leur petit change. Puis, tu sais, c'est correct, mais Ouch! mais tu sais, j'avais pas la passion de la lecture comme ma fille a pu développer la passion de la lecture déjà à partir de 6 ans, tu sais, puis clencher des livres. Là, moi, je suis vraiment arrivé sur le tard. Là, tu sais, là, je m'excuse, il y en a qui vont avoir entendu cette anecdote-là plusieurs fois, mais moi, c'est à partir du moment où un de mes amis a mis un livre de Stephen King entre mes mains à 15 ans. C'est là que j'ai été accroché, puis j'ai commencé par les nouvelles, puis ensuite je suis allé vers un premier roman qui était Cimetière, qui est quand même pas un petit, là, qui est quand même pas un roman banal. Puis c'est ça, j'ai été complètement accroché par ça. Puis rapidement, j'ai su que c'était ça que je voulais, vers ça que je voulais aller. J'ai su aussi rapidement que t'en fais pas nécessairement une carrière. Je me souviens je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, là, le système repère. J'allais à l'école, j'avais demandé au prof en secondaire 3 de me sortir le métier d'écrivain, la fiche du métier d'écrivain. Puis j'avais la première ligne, c'était écrit salaire annuel moyen 4000. Puis je me rappelle que je m'étais dit, OK, c'est correct, on va se prévoir une job de fin de semaine. T'sais. Mais bref, ça a commencé un peu comme ça, je dirais. Okay. Fait que t'as opté vers quoi comme pour compenser? Ben, moi, c'est ça, il y en a qui ont eu besoin de changer plein de fois de programme. Mon frère a changé plusieurs fois de programme. Ça a pris du temps avant qu'il trouve sa voie. Moi, j'ai su très vite que c'était ça que je voulais mettre au centre de ma vie. Puis, je pense qu'en première session de cégep, je savais que je voulais enseigner la littérature. C'est ça que je fais aujourd'hui depuis 28 ans maintenant. Puis, c'est ça, je savais que j'ai compris très vite que je pourrais écrire comme en parallèle, puis que euh, c'était ça qui devait être au centre de ma vie. Là. C'est cool, c'est une belle. J'aime ça. Une belle façon de. Puis là, à partir de là, fait que là, tu découvres la lecture, tu adores ça, tu fais, bon, ben, je vais écrire, puis je vais aller enseigner au cégep. Tu es au cégep ou t'es. Cégep, Au ouais. cégep, c'est ça. Puis,
Fait que là, tu commences à faire ça. Tes premières armes, ça ressemble à quoi? T'as-tu fait un cheminement par la nouvelle? T'as-tu soumis une trilogie du premier coup? J'ai commencé les premiers textes que j'ai écrits, étant donné que j'avais commencé à lire Stephen King avec je pense que c'était le recueil Danse macabre. Puis ça a donné qu'en secondaire 4, dans mon temps, juste après l'extinction des dinosaures, là, dans mon temps, c'était en secondaire 4, ce qu'on voyait comme genre, c'était la nouvelle. Puis moi, ça me parlait bien gros, la nouvelle, avec un punch à la fin, puis l'idée de surprendre le lecteur. Puis ça fait que c'était plus ça que j'écrivais au début. Ça se passait tout le temps aux États-Unis avec des noms en anglais, puis dans des noms de petits bleds que personne connaît, en anglais, évidemment, parce qu'on a une espèce de réflexe de coloniser, là, de penser que les histoires de genre, ça se passe tout le temps ailleurs. Puis, éventuellement, mais c'est ça, j'ai eu un premier projet de roman qui était un roman fantastique. Moi, c'est ça, j'écris du polar aujourd'hui, mais j'ai commencé dans le fantastique, entre autres grâce à ma découverte de Stephen King. Donc, c'est le fantastique qui a occupé peut-être mes 20 premières années d'intérêt dans la littérature, en littérature. Puis, mon premier manuscrit, c'était un roman fantastique qui a été refusé partout. Partout où j'ai envoyé, je pense que je l'aurais enterré dans ma cour en arrière, les vers de terre l'auraient recrissé à la surface parce qu'ils ne l'auraient pas voulu, eux autres non plus, là. Mais c'est pas que c'était mauvais, c'est juste que il y avait beaucoup de digressions. Tu sais, on pourra en reparler tantôt, si tu veux, là, quand on parlera de la recherche, de la documentation, là. Il y en avait peut-être un petit peu trop là-dedans. Puis, mais je le vois comme un camp d'entraînement. Tu sais, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur mon deuxième roman, qui était un roman policier, là, je savais ce qu'il fallait que j'évite de faire. Donc, ça s'est passé comme ça. Puis, entre-temps, depuis, en fait, j'ai réussi à récupérer, avant que tu me demandes si ce roman-là sera peut-être publié un jour, là, j'en doute fortement parce que j'ai récupéré, je pense, ce qui était pas mal le meilleur là-dedans. Puis, je l'ai disséminé dans d'autres de mes romans. Là. Je confirme que j'ai fait pas mal la même chose, moi aussi, avec mon premier. Encore là, dans ma tête, c'était un roman. J'ai écrit ça à 19 ans, genre, mais il y avait 25 000 mots. Là, mais c'était une histoire complète, avec un punch à la fin, puis ça. Puis dans ma tête, c'était un roman. Mais il a été refusé partout, bien évidemment. Puis encore une fois, pas parce qu'il était outrageusement mauvais, mais il y avait effectivement beaucoup trop de clichés, mais c'était des clichés. Je savais que c'était des clichés, mais j'ai trouvé cool ces clichés-là. Fait que dans ma tête, c'était correct de mettre ça dans mon histoire. Mais ouais, ça a fait ça moi aussi. J'ai charcuté cette œuvre-là pour aller en extraire comme la moelle, puis aller chercher vraiment ce que je voulais de bon dans mes autres livres. Mais ouais, des fois, ça arrive que. T'enseignes toi aussi, t'enseignes encore au cégep toi aussi? Jadis, jusqu'en mai. En mai 2025, là, j'ai fait comme. OK. Parce qu'on moi, j'en parle encore à mes étudiants aujourd'hui, des étudiants de 17, 18 ans, 19 ans qui sont pressés de publier, moi, j'ai publié mon premier roman, j'avais 42 ans, là. Puis ça veut pas dire que tout le monde est obligé de manger son pain noir, parce que moi, j'ai mangé mon pain noir pendant quelques années, là, mais c'est qu'il y a rien qui presse. Puis tu prends un auteur à grand succès comme Jussi Adler-Olson, je pense qu'il avait 56 ans quand il a publié son premier roman, puis là, maintenant, il vend des millions de livres, donc il n'y a rien qui presse comme tel. Moi, je me rappelle qu'à 18 ans, j'étais au cégep, un de mes profs de philo m'avait dit « Pourquoi tu n'écris pas? » Puis je me souviens y avoir répondu « Il me semble que j'ai rien à dire. J'ai pas vécu assez d'affaires encore, puis je sens que j'ai pas grand-chose à dire. » Donc, encore là, ça veut pas dire n'écrivez pas avant 30 ans, mais faut juste pas être trop pressé. Puis c'est pas automatique que tu vas publier dès ton premier manuscrit que tu réussis à mener au complet. Là, l'objectif n'est pas de décourager les dizaines et les dizaines de personnes qui sont ici aujourd'hui, mais c'est juste de dire qu'il faut persévérer. Puis c'est un métier qui s'apprend. Oui. Mais les autres, remarque que la plupart qui sont ici savent qu'ils vont publier parce que grâce à mon programme, ils vont arriver à un texte complet. Ils vont retravailler. Je vais les faire travailler. C'est tout. C'est comme, je leur ai dit, c'est sûr que vous pouvez publier, mais je ne vais pas publier de textes qui n'ont pas été retravaillés. Fait
ceux qui vont vouloir faire la Voilà. réécriture, ils vont avoir travaillé. Fait que, Voilà. ouais, c'est vraiment. C'est vrai que. Mais j'ai de la misère avec ça, moi aussi. Moi, j'étais pressé, tu t'en doutes. C'est ça. Fait que j'avais hâte, je voulais. Puis ça m'a fait faire plein d'erreurs, mais qui m'ont fait apprendre plein de choses. Fait que c'est correct. Là. Il n'y a pas de. Fait qu'il n'y a pas forcément. ça. Exact. Tous les chemins mènent à Rome. Absolument, absolument. Puis tu sais, l'écriture, c'est bien. J'y pensais cette semaine, justement, en prévision de notre discussion, tu sais, puis je me rends compte que l'écriture, c'est très circonstanciel aussi. C'est que le contexte dans lequel tu te trouves psychologiquement, émotionnellement, contexte social, ce que tu es en train de lire, ça influence beaucoup ce que tu fais aussi. Puis moi, ce premier roman-là qui a été refusé partout, je l'avais commencé en 2003, mais tu sais, je l'ai fini en 2010. Puis ça coïncidait avec ma découverte de Borges. Puis Borges, c'est un auteur qui est vraiment très complexe puis qui joue beaucoup avec les références culturelles et tout ça. Puis je pense que ça a teinté un petit peu trop le manuscrit. J'ai commencé à intégrer des connaissances, des références culturelles moi aussi, puis toutes sortes de digressions en rapport avec ça. Puis je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui arrive. Mais est-ce que, fait qu'au moment de d'écrire d'écrire un premier livre, mettons, est-ce que, j'ai le goût de te parler, j'ai le goût de parler de structure tout de suite. Ça fait juste 15 minutes. On va parler de structure. On va parler de structure d'abord, ça me tente. C'est moi qui décide, c'est mon entrevue. Vas-y. Fait que, OK. Fait que là, tu as une idée où tu fais il me semble que j'ai le goût d'écrire quelque chose de même. Puis là, tu commences à. Fait que c'est quoi le processus à partir de ce moment-là quand la porte s'ouvre sur un nouveau projet, mettons? Dans ta tête ou quand un éditeur. Pour la structure, tu veux dire, ou En fait, comme at là, on va large, parler de tes étapes, de comme t'en es vers. Ouais. Ouais. On commence par ça, les étapes. Je dirais que c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, une dizaine d'années après avoir publié mon premier roman. Parce que là, il y a comme des automatismes maintenant, il y a des. Tu sais, je vais souvent revenir à ça, je m'excuse là, pour ceux qui ne sont pas profs, là, mais dans l'enseignement, tu sais, il y a François Bernard qui est là aussi, qui est prof. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait un certain nombre d'années que tu enseignes, tu sais instinctivement, avec ce que tu as sur papier, combien de temps ton cours va durer. Tu n'as plus besoin de dire il faut que je mette ça. Tu sais, après, tu mets telle affaire, tu sais que tu as à peu près 1h45, mettons. Puis, avec ce que j'écris, je dirais que c'est un peu la même chose. Des fois, je pense à une idée, puis je suis capable de savoir si c'est plus une idée de nouvelle ou si c'est plus une idée de roman. Ça va être une idée de roman quand on sent qu'on peut la développer un petit peu plus, qu'on peut s'attarder au personnage, puis on peut développer un peu plus ce qu'il y a autour. Donc, c'est peut-être ma première étape, c'est de voir si c'est une idée de roman ou si ça mérite juste d'être une nouvelle de 15, 20, 30 pages, 40 pages. Puis à partir de là, j'essaye de faire un peu ce que Dennis Lehane disait, c'est-à-dire ajouter des plures d'oignons. Tu sais, il y a mettons, je te donne un exemple, mon roman Sans la peau, qui est le 3e de ma série Xavier Martel. Il m'est apparu un petit peu par hasard parce que je regardais les nouvelles sur Cyberpresse, puis je suis tombé sur un article, c'était en 2014, je suis tombé sur un article qui racontait qu'il y avait au port de Montréal, on avait découvert dans un conteneur 4 Géorgiens. Donc, il était arrivé là, on ne savait pas trop pourquoi il parlait ni français ni anglais. C'était probablement une tentative illégale d'immigration, mais on ne savait pas trop. Ils sont restés quelques jours, puis après ça, on les a retournés chez eux. Puis, je ne sais pas, instinctivement, tu sais, je suis un grand consommateur de romans policiers aussi. Ça fait que, moi, je suis un student of the game qui disent, là, tu sais, quand je lis, je suis tout le temps en mode apprentissage. C'est rare, moi, que je lis un livre en mode total divertissement. Tu sais, je suis toujours en mode apprentissage. J'ai tout le temps quelque chose à aller chercher de ce que je lis. Puis, même chose, je suis un grand consommateur de séries télé aussi. Puis, même chose, je remarque comment les choses sont faites. Puis, à un moment donné, tu développes des automatismes avec ça. Puis, quand j'avais vu cette nouvelle-là, je m'étais dit, ça serait une super belle scène d'ouverture d'un roman policier, un thriller, parce que ces gars-là arrivent de façon inattendue, on ne sait pas ce qu'ils font là. Ça fait que je l'ai juste trafiqué un petit peu. C'est ça, hein, souvent écrit, probablement que tu fais la même chose, puis François Bernard aussi, on parle de la réalité, puis on la distorsionne un peu. Ça fait que moi, au lieu d'avoir 4 Géorgiens, il y en avait un.
Puis il n'était pas vivant, il était mort. Donc, techniquement, il ne parlait pas français ni anglais, lui non plus, il était mort. Et puis, ben c'est ça. En fait, c'est qu'on... je me disais, OK, ça, c'est ma scène d'ouverture. Puis ça m'a comme... Ça a l'air un peu ésotérique, tout ça, mais ça m'a comme forcé, ça m'a comme amené de force vers un chemin que je voulais explorer depuis un bout de temps. Moi, ça faisait un moment que j'avais découvert l'existence d'une drogue terrible qu'on appelle la crocodile. Probablement je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une drogue artisanale qui est ultra chimique et l'espérance de vie de ceux qui se shootent avec ça, c'est à peu près, dans le meilleur des cas, c'est 2 ans. Et on l'appelle la crocodile parce que au point d'injection, la peau moisit, la peau pourrit et ça devient comme les bobos deviennent comme la peau devient comme écaillée. C'est pour ça qu'on l'appelle la crocodile. Puis moi, j'avais vu une vidéo sur YouTube d'une jeune femme de 27 ans qui était à l'hôpital à cause de ça. Puis c'était affreux. Là. Je ne le décrirai pas. Là. On est pas longtemps après le souper, là, mais je ne décrirai pas de quoi elle avait l'air, mais c'était affreux. Puis j'avais été fasciné par ça. Je m'étais dit à quel point il faut que tu sois accroché puis désespéré pour continuer. Ben, en fait, tu n'as comme pas le choix. Tu es accro, mais ton corps est mutilé par ça. Puis t'es pas capable d'arrêter pour autant. Ça fait qu'il y a quelque chose qui me fascinait là-dedans. Puis là, mais la crocodile, c'est apparu en Sibérie. C'est que là, OK, mon russe qui est dans le conteneur, je me disais, OK, là, je vais comme mettre ces 2 univers-là ensemble. Puis c'est souvent comme ça que je fonctionne. Je prends un univers puis un autre, puis je vais les mettre ensemble. Dans mon dernier roman, La mémoire du labyrinthe, c'est un peu ça que j'ai fait aussi. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un roman en hommage à Borges. Puis en même temps, je voulais parler du deuil. Ça fait que j'ai comme fait une fusion des deux. Ça a donné un personnage qui perd son mari de façon inopinée dans un accident de la route, puis elle décide de lui rendre hommage parce que c'était un prof de littérature à l'université, spécialiste de Borges. Donc, elle va créer un labyrinthe pour lui en hommage à sa mémoire, sauf que c'est un labyrinthe dans lequel on trouve quelque chose qui est, disons, qui est une partie d'un cadavre. Donc, mais c'est beaucoup comme ça que je fonctionne. Je mets 2 univers ensemble, puis ça, c'est souvent mon point de départ. Cool. Puis à partir du moment où là, tu as ton point de départ, puis tu commences à faire croître ces choses-là. Je comprends bien. Un peu comme une méthode de jardinage. On fait croître les idées. Est-ce que tu es du genre à faire un plan? Si oui, à quel point tu le détailles? Puis sinon, est-ce que tu abordes plus la structure pendant l'écriture? Ou bref, je t'écoute. Ça aussi, ça a changé. Les premières années, je vois Isabelle qui est là, Isabelle Blier. Salut Isabelle. Je pense qu'Isabelle est au courant un petit peu parce qu'on en a déjà parlé. Là. Au début, je me faisais des plans très, 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 très détaillés. Pour le même roman, là, Sans la peau, avec le gars dans le conteneur. Là. Moi, je travaille sur des grandes feuilles. Là, vous ne verrez pas, ça ne donne rien que je fasse le geste avec mes mains, là, mais des grandes feuilles, peut-être de 2 pieds par 3 pieds. Puis, le plan de ce roman-là, c'était 22 de ces feuilles-là. C'était 22 grandes feuilles comme ça. Puis, je travaille avec des schémas à bulles, c'est-à-dire des espèces de cartes conceptuelles, là. C'est-à-dire une idée qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Puis souvent, c'était comme ça que je structurais mes chapitres. Puis j'avais fait ça pour tout le roman, du début à la fin, sur 22 feuilles comme ça. Puis à partir du moment où je me suis mis à écrire, à la 4e bulle, le plan a pris le bord parce que ça ne marchait plus. Donc, depuis ce temps-là, tu sais, que je dis souvent qu'un plan, c'est pas un contrat. C'est un plan, c'est là pour te vider la tête, c'est là pour mettre de l'ordre un peu dans les idées, mais il n'y a aucun mal à remanier le plan, il n'y a aucun mal à le laisser de côté non plus. Puis moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné. Je pars toujours du principe voulant que mon idée la plus récente est la meilleure. C'est-à-dire que si j'avais pensé à quelque chose, mais que au moment de l'écrire, je pense à quelque chose de nouveau, je vais toujours partir du principe selon lequel mon idée la plus récente est la meilleure, d'après moi. Puis, donc, c'est ça. Aujourd'hui, là, je fais encore des plans. Je ne me verrais pas écrire pas de plan parce que j'ai déjà essayé, puis c'est trop facile de se perdre. Puis je sais qu'on est dans le milieu, là, on est très différents là-dessus. Là. Tu sais, l'ami Hervé Gagnon, lui, il veut rien savoir d'un plan. Hein. Je vais rire François Bernard. Là. Hervé me l'a déjà dit. Moi, un plan, le temps que je mets là-dessus, c'est du temps que je ne reverrai plus dans ma vie. Là. Tu sais, il me l'a dit tel quel. Moi, je ne me vois pas écrire pas de plan parce que
je sais pas, j'ai besoin de m'étendre. Moi, j'ai besoin de voir où je m'en vais. Il faut que je vois mon chemin. Il faut que je vois d'où je pars puis où je veux arriver. Puis, mais aujourd'hui, par contre, je fais plus ce que j'appellerais de la micro-planification. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le plan d'un roman au complet, je vais planifier peut-être, mettons, 7-8 chapitres. Après ça, je vois où je suis rendu. Je vois si ça a changé ou si c'est resté tel quel. Après ça, je refais encore peut-être quelques chapitres. Après ça, je me range que là. Ensuite, je fais encore quelques autres chapitres. Puis, ça fonctionne mieux comme ça, je trouve, pour moi, là. J'ai moins l'impression de travailler dans le beurre. Donc, c'était une question courte pour une très longue réponse. Non, c'est pas. Je te dirais que la moitié des auteurs ont peur de donner des réponses trop longues. Puis ceux qui n'ont pas peur de donner des réponses trop longues, c'est ceux qui donnent les réponses trop longues. Fait que c'est pas ça qu'on dit aussi pour les troubles mentaux, genre comme à partir du moment où si tu questionnes le fait que tu as peut-être un trouble mental, c'est correct. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, c'est bien. C'est génial. Parfait. Fait que ça prend, mais souvent ce que je dis, c'est ça, c'est que les gens qui font pas du tout de plan, souvent je dis que c'est parce que ils ont à côté de ça une préparation en amont. Soit ils ont approfondi leur personnage, soit ils ont tellement fait de recherches qu'ils ne se jettent pas dans le vide, ils savent où ils s'en vont à cause de leur recherche et tout ça. Puis tu m'as dit que toi, c'est le genre d'affaires que tu aimerais discuter. Toi, la recherche, t'es-tu un recherchiste? T'es-tu de quelqu'un qui fait de la recherche? Je ne sais pas si je suis recherchiste, mais j'aime beaucoup me documenter parce que j'essaie souvent de faire en sorte. Tu sais, quand on écrit du polar, tu vas dans une librairie, puis tu vas dans la section polar, puis tu vois qu'il y en a un puis un autre. Puis je me rappelle de une des premières entrevues que j'ai faites avec un journaliste de ma région, au Lac-Saint-Jean, qui lisait un peu de polar. Puis il m'avait posé une question que je trouvais bien intéressante. Ça avait l'air brutal, mais ça ne l'était pas. C'était vraiment de la curiosité de sa part. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses que tu peux ajouter, toi, au genre? Parce qu'il y en a beaucoup de romans policiers. Puis je trouvais ça intéressant comme question parce que tu sais, quand on écrit, on peut choisir d'être un storyteller, puis de raconter une bonne histoire, puis ça peut ressembler à autre chose. Tu sais, la tarte aux pommes, on aime ça, puis on ne change pas la recette chaque fois. Puis bon. Ou encore, on peut essayer d'apporter un petit quelque chose de plus. Tu sais, moi, je sais que je n'irai pas dans tout ce qui est médecine légale, puis tout ce qui est entomologie judiciaire, puis tout ça, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, qui l'ont fait beaucoup mieux que je le ferais. Tu sais, Maxime Chatham en France l'a fait, mon chum Jacques Côté l'a fait. J'irai pas là-dedans, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus de ce côté-là. Le côté très procédural, à partir du moment où tu lis Michael Connelly, c'est dur d'être plus procédural que lui, puis c'est quelqu'un qui est tellement rodé, puis qui connaît tellement les moindres mécanismes que tu peux pas accoter ça. Tu sais, Michael Connelly serait capable d'écrire un roman de 400 pages sur une vidéo de surveillance d'1 minute et demie, là. Puis j'exagère même pas parce que c'est ça. Donc, tu dis, bon, qu'est-ce que moi je peux apporter à ça? Donc, j'essaie d'explorer, j'essaie de faire en sorte que mon roman soit une espèce de cheval de Troie qui amène le lecteur dans une zone où il ne serait pas allé autrement. Mon roman Sans la peau a amené le lecteur vers la découverte de la mafia russe montréalaise, parce qu'on parle beaucoup de la mafia italienne, mais il y a peu de gens qui savent que la mafia russe est établie à Montréal, puis que ça représente quand même quelques milliers de personnes, puis que ils font du trouble, puis ils ont un lien avec la petite Odessa à New York. Puis, bon. Donc, ça m'a permis de parler de la mafia russe montréalaise, de parler de la crocodile, la drogue dont on parlait tantôt. Donc, j'essaie d'aborder des sujets qui sont moins connus un petit peu. Puis le roman policier sert un peu de prétexte pour ça. Tu sais, c'est un peu la même chose avec le roman policier historique. Il y en a qui vont faire découvrir des pans de l'histoire grâce au roman policier parce que c'est peut-être plus dynamique puis un peu moins aride qu'un essai en histoire. Ben, c'est un peu la même chose. Moi, j'essaie d'amener le lecteur dans des zones différentes. Puis là, ben, l'art comme tel de faire ça, puis je ne sais pas jusqu'à quel point je l'ai, là. Je ne suis pas en train de dire que je l'ai parfaitement, mais c'est d'essayer de respecter ce que Stephen King disait dans son essai On Writing. Tu n'es pas en train de donner une conférence. Donc, tu racontes une histoire. Ça fait que tu n'as pas à vider le sujet, tu n'as pas à
assommer le lecteur avec plein de détails, ce que je faisais dans mon roman qui n'a pas été publié nulle part, entre autres. Mais je veux avoir un arrière-plan solide, avec des faits comme tels. Je veux que le lecteur finisse mon livre en ayant appris quelque chose. C'est mon côté prof peut-être, là, mais je veux qu'il ait appris quelque chose. Je veux pas juste qu'il ait, oui, tant mieux s'il a apprécié d'avoir une bonne histoire, mais je veux qu'il retienne quelque chose. C'est la meilleure chose à faire. C'est de t'assurer que. Ben, tu sais, faut distraire. Puis à partir de là, si en plus, on peut leur apprendre quelque chose par la bande, tant mieux. Exact. J'avoue que moi aussi, tu parlais comme quel genre de lecteur t'es, puis j'avoue que j'ai aussi cette habitude-là de. Je suis pas capable d'approcher un livre sans que mon cerveau analytique turn on. Fait que, mais forcément, je veux aussi parler de tous ces livres-là dans mes cours, puis je veux que je tout le temps. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai glissé un mot sur les personnages, puis tu as comme eu une belle réaction quand j'ai parlé d'approfondir les personnages, puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire avant d'embarquer dans l'écriture du manuscrit? Oui, c'est ça. C'est quoi ton approche du personnage? Mon approche du personnage, j'essaie de voir, encore là, je fais référence à un autre auteur, là, mais c'est juste une bonne affaire. C'est juste pour montrer que j'apprends j'ai des maîtres, j'ai des grands maîtres qui m'ont enseigné sans le savoir. Mais je suis un grand fan de Dennis Lehane, qui a écrit Mystic River, puis qui est un écrivain extraordinaire, puis qui disait à un moment donné dans une entrevue que le personnage, il disait ça, c'est pas grave si tu ne connais pas l'univers dans lequel évolue ton personnage. C'est-à-dire que si c'est un microbiologiste puis tu connais rien à la microbiologie, c'est pas grave. Parce que tu vas te documenter puis tu vas apprendre. Tu vas apprendre quelques affaires de base. L'idée, c'est d'ajouter des facettes à ce personnage-là. Puis c'est encore le principe des plures d'oignon. Qu'est-ce qui fait mon personnage à la base? Par exemple, dans le roman que je suis en train d'écrire, mon personnage principal, c'est une femme qui est professeure de littérature au cégep. Il y en a qui vont se dire, OK, ça devient une obsession chez lui. Là, dans ma série, Santinelli et Volta, c'est une prof de littérature à l'université. Elle, c'est au cégep. Elle fait juste un peu moins d'argent. Puis, donc, c'est ça. Elle est prof de littérature au cégep, prof surtout de fantastique et d'horreur. Elle a un podcast sur l'horreur dans lequel elle va décortiquer des grandes œuvres du fantastique et de l'horreur comme telle. Et bien évidemment, elle va être confrontée à elle-même une situation qui est horrifique. Elle va devenir la victime de quelqu'un qui la harcèle alors qu'elle ne sait pas où il est, elle ne sait pas ce qu'il veut, mais elle va recevoir par la poste des parties du corps de quelqu'un qu'elle a aimé beaucoup. Et donc, je trouvais ça intéressant, cette espèce d'opposition-là entre son intérêt théorique pour l'horreur, puis explorer les réactions qu'elle a quand elle vit ça pour vrai. T'sais, OK, là, c'est pas juste un roman, c'est pas juste un film que tu vois, ça t'arrive pour vrai, là. Donc là, est-ce que tu vas-tu avoir le même aplomb que l'espèce de petite arrogance que tu te donnes quand tu animes ton podcast pour dire aux gens, moi, je suis capable de regarder ce film-là, mais pas vous autres. Okay? Donc, je trouvais ça intéressant. Puis là, après ça, il y a des facettes, il y a comme des choses qui s'imposent à un moment donné en cours de route. OK, j'ai besoin qu'elle ait une mère qui est dans un CHSLD puis qui est vulnérable. J'ai besoin qu'elle ait un frère qui serait dans une autre ville à telle place. C'est comme des choses qui vont s'imposer, mais je pense pas à tous ces détails-là au départ. Mais ces besoins-là arrivent au moment où tu as besoin de colmater ou de répondre à un autre angle de ton histoire. Comme pour un nouveau ressort dramatique. Ouais. OK, elle vit ça, elle est comme harcelée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bon. Mais si c'est juste elle la victime, à la limite, elle va se sacrifier. Donc, il faut qu'elle ait autre chose à perdre. Donc là, sa mère devient peut-être une victime, son frère devient une victime potentielle. Puis là, moi, j'aime beaucoup. Peut-être que c'est un tic, j'espère que non, mais peut-être que c'est un tic d'écriture. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le secret. Pas le livre poche là, de Rhonda Burns, là, mais je parle de le secret, donc c'est-à-dire quelque chose qui est dans le passé, qui est enfoui, puis qui se dévoile progressivement. Puis il y a un roman... Toujours... Oui, OK.
parce que t'es Excuse-moi. pas obligé. Là, je veux savoir si des fois tu gardais ce secret-là comme étant l'espèce de zone d'ombre du personnage que genre tu nommes jamais jamais dans un livre, mais qu'on sent quand même que ça teinte. Mais Moi, je ne l'ai jamais fait. Je sais pas si je réussirais à faire ça. J'ai l'impression que le lecteur serait frustré s'il découvrait pas le secret à un moment donné. Puis, il y a un roman que j'ai enseigné plusieurs fois qui s'appelle Le Liseur de Bernard Schlink. Puis, dans cette œuvre-là, il y a un prof de littérature qui dit à ses étudiants que toute la littérature occidentale est construite sur un secret qui est caché pour des raisons nobles ou perverses. Puis je trouve que c'est extraordinaire comme affirmation parce qu'effectivement, surtout dans le thriller, dans la littérature de genre, le secret, c'est souvent pour des raisons perverses qui est caché. Puis donc ce personnage-là, sur lequel je suis en train de travailler dans ce roman-là, elle a une part de son passé dont elle n'est pas fière, puis donc ça va refaire surface à un moment donné, puis elle va se demander jusqu'à quel point elle n'a pas un peu attiré le malheur à cause de ça. Fait que ça donne comme des couches supplémentaires aux personnages. Tu sais, j'aime les personnages qui sont bien ancrés dans des antécédents. Puis moi, ça fait en sorte que mes personnages dans mes romans, la plupart du temps, je pense qu'ils sont pas interchangeables. C'est-à-dire que, tu sais, dans ma série Xavier Martel, à cause des caractéristiques que j'ai données à ce personnage-là, je pense que la série a pris les intrigues ont pris une avenue qui aurait été différente si le personnage avait été différent au début. Là, je sais que c'est flou pour ceux qui n'ont pas lu ces romans-là, là, mais c'est un personnage qui est bien troublé avec des zones d'ombre, avec un traumatisme, avec une particularité psychophysiologique. Là. Et c'est quelqu'un qui est juste à la limite, là, qui aurait pu basculer du côté criminel facilement. Donc, puis je sais que ce personnage-là, ses particularités ont influencé la série. Donc, c'est pas, tu ne pourrais pas le remplacer par un autre personnage, puis que l'histoire soit pareille. Là. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Le fait qu'un personnage soit pas au service de la série, mais de l'œuvre, mais que l'œuvre soit influencée par le personnage. j'aime ça, je suis d'accord. Je trouve que c'est une bonne chose. Je veux dire, il y a des récits où je trouve que c'est effectivement l'intrigue qui est en avant, puis les personnages sont là pour alimenter puis soutenir l'intrigue parce que c'est l'intrigue Ouais. qui intéresse les gens. Je veux dire, les films de catastrophes naturelles, Ouais. puis cette affaire-là, je veux dire, effectivement, Exact. c'est la catastrophe, puis on met un côté humain à ça. Mais moi aussi, j'avoue que j'aime beaucoup les histoires où c'est le personnage. Sans ce personnage-là, cette histoire-là n'a pas lieu d'exister. Ben, tu sais, peu importe que décrive du policier, de la science-fiction, de l'horreur, de la romance, la littérature, ça parle d'êtres humains qui vivent des choses, positives ou négatives. Donc, à partir de là, ben, tu sais, c'est le personnage qui est au centre. Puis, je sais que dans la littérature de genre, ben, c'est l'intrigue qui prend le pas sur le reste, mais l'intrigue, en tout cas, dans ma perception, à moi, l'intrigue, je trouve ça le fun qu'elle soit influencée par le personnage. Mm-hmm. Parce que c'est des décisions que le personnage prend qui vont influencer le reste. Là, c'est comme si tu lis un livre dont vous êtes le héros, c'est les décisions que tu prends qui vont tracer le chemin de l'histoire. Là, ouais. Ou ta capacité à tenir plusieurs pages avec tes doigts pour vérifier chaque possibilité. c'est les moi, deux. Je trichais, je partais de la fin puis je le faisais à reculons. Mais c'est parce que j'ai pas de patience pour ça faire là. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Mais t'avais-tu, je sais pas. Ah non, non, ok. Non, Carl, concentre-toi. Je veux pas que je parte sur d'autres choses. On a juste une heure. OK. Génial. Fait que, personnage, parfait, super. Quand vient le temps de caractériser tes personnages, bien, en fait, on parle forcément, oui, de description, mais aussi de le faire agir, le faire, etc. Comment tu abordes cette partie-là? Est-ce qu'à l'avance, déjà, tu as une image de ton personnage, puis tout ça, ou c'est quand tu es dedans, puis tu écris, il finit par se définir, puis après ça, tu reviens à rebours dans ton texte pour ajuster les affaires? Comment tu fais ça? Ben c'est un peu comme quand je parlais du plan tantôt, c'est-à-dire que j'ai une idée de départ du personnage, puis assez rapidement, je vois si ça marche ou pas. Okay. Si c'est pas naturel, je vais changer des choses. En même temps, il y a des choses qui apparaissent en cours de route, puis tu sais,
Je veux dire, tu l'as probablement abordé dans d'autres entrevues. C'est pas moi qui vais inventer ça, là, mais l'écriture, c'est comme un peu quand tu fais d'exercice physique, là, tu sais, tu fais de la course. Puis qui suis-je pour parler? Parce que je fais zéro activité physique, mais bon, tu fais de la course, puis à un moment donné, tu vas comme atteindre ton deuxième souffle. Là, ben, en écriture, moi, je le vis de la même façon. C'est-à-dire que souvent, très, très, très souvent, je dirais même pour la plupart de mes romans, la première moitié du manuscrit à peu près, je me dis, c'est pas ça que je voulais, c'est pas. Puis même le roman sur lequel je suis en train de travailler, là, dont je vous ai parlé tantôt, j'avais l'impression que c'était disparate. Tu sais, que les chapitres n'avaient pas de lien les uns avec les autres. Puis je ne savais pas trop où je m'en allais, tout ça. Puis à un moment donné, tu fais comme atteindre ta vitesse de croisière. Tu sais, Martin Michaud, dans son roman Sous la surface, il y a un personnage féminin qui écrit, puis elle parle de passer de l'autre côté. C'est comme si tu arrives en haut de la montagne, puis là, tu arrives sur le versant où c'est moins difficile, tu descends. Tu te laisses porter un peu plus. Puis moi, ça se produit souvent à peu près à la moitié du roman. Ce qui fait que une fois que je suis rendu là, après ça, je vais recommencer au début parce que je sais que mon début n'était pas à mon goût. Puis je vais ajuster pas mal l'affaire en fonction de ce que j'ai mis après. Puis là, je suis en train de me rendre compte que je ne réponds pas en tout à ta question. C'est pas grave, c'est des informations intéressantes. OK, pas de problème. mais je pense que c'était question du personnage, mais c'est ça. C'est un peu la même chose. Ça fonctionne, oui. Il y a des choses qui marchent, puis des fois, à un moment donné, il y a un petit quelque chose qui va apparaître en cours de route, puis encore là, dans ma série Xavier Martel, dans le tome 2, moi, je n'avais pas prévu qu'à un moment donné, il penserait à son enfance puis qu'il se rappellerait un arbre, un grand arbre qu'il y avait dans le grand champ en arrière de chez lui, puis que cet arbre-là ressemblait à un ange. L'ombre de loin avait donné l'impression d'un ange, puis il l'appelait le grand ange. Puis je me suis dit, OK, cet arbre-là, c'est le fun d'en parler. Puis finalement, il a comme pris plus de place. Puis là, le personnage regardait l'arbre, puis là, tout à coup, il y a comme une hallucination. Il voit un enfant. Puis à un moment donné, ça prend un bout de temps avant qu'on comprenne que l'enfant, c'est lui-même. C'est lui-même qui revoit. Puis éventuellement, ça va le guider à aller accomplir ce qu'il veut accomplir au pied de cet arbre-là. Ça fait que, moi, je trouve que c'est la magie de l'écriture, moi, je la vis de cette façon-là, dans ce qui s'impose, que tu n'avais pas prévu. Tu vas t'asseoir pour écrire un matin ou un après-midi, un soir, peu importe. Puis 1 heure après, tu vas avoir écrit quelque chose à quoi tu n'avais pas pensé 1 heure avant. Puis si tu es content de ça, tu vas te dire, hey, c'était là quelque part, puis j'avais pas prévu écrire ça, mais j'aime ça que ça arrive comme ça. Puis tu sais, j'ai des personnages qui sont apparus comme ça, encore dans la série sur Martel. Il y a un personnage d'un gros garde du corps, tu sais, qui a l'air d'avoir le quotient intellectuel de ma paire de lunettes, là, tu sais, puis il était supposé apparaître à peu près 2 pages dans le roman. Mais à un moment donné, il y a une discussion avec mon personnage principal, puis c'est un des dialogues les plus naturels que j'ai écrits. Puis tu sais, c'était comme une partie de tennis, là, tac, 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 qui se renvoyait la balle, tout ça, puis je dis, OK, lui, il faut qu'il revienne. Ça fait que ça, c'est encore cette magie-là de l'écriture, moi, c'est ça que je trouve le fun. C'est un personnage que tu vas traîner dans un deuxième puis un troisième roman parce qu'il était supposé avoir juste un petit rôle, mais il est plus important que tu penses, puis il est plus le fun que tu pensais. Ouais. Tu vois, c'est vrai, mais comme, puis juste parce que moi, je suis un de ceux qui disent que le plan, c'est utile, là, tu sais, fait que je prêche pour ma paroisse. Mais l'idée, c'est que, tu sais, ça me fait ça, moi aussi, même si je fais des plans, ça me fait ça pendant les jours et les jours que je fais des plans, dans le sens que quand je dis comme, OK, fait que là, qu'est-ce qui serait le fun pour ça? Ça serait le fun, il pourrait se passer ça. Mais toutes les fois que ça fait ça, je suis oui, ça serait super le fun, j'avais pas pensé à ça. Fait que j'ai cette récompense-là en continu aussi quand je crée le plan. Mais c'est vrai que malgré tout, même en écrivant dans le livre pour enfants que j'ai, jeunesse, mettons 9-12 ans, qui il sort bientôt, c'est vrai, toi tu sais pas, mais j'en ai un qui sort le 25 mars avec Prisca Poirier, qui est aussi qui est aussi chez De Mortagne. Cool. C'est ça, on sort jeunesse, fantasy, 9-12 ans. Puis en écrivant, j'avais eu l'idée qu'il y avait des fées dans les arbres, genre, tu sais, puis c'est juste, la fée est atterrie sur l'épaule du petit gars, puis elle s'est mise à parler, mais une espèce une logorée, une diarrhée verbale continue, tu sais, pleine de candeur et de vide, pas de sens, tu sais. Puis j'ai trouvé, puis
je l'ai fait lire à Prisca aussi, qui a trippé et qui a trouvé ça vraiment drôle. Fait que, ben, toutes les tomes, il va y avoir des filles qui vont avoir des discours interminables sur des affaires complètement absurdes parce qu'on a trouvé ça drôle, mignon, inattendu, surprenant. Même si, parce que nous, on travaillait à deux, on avait un plan très clair de tous les événements qui devaient se passer. Mais les événements, c'est pas tout dans l'histoire. Fait qu'effectivement, Non. on a toujours moyen de se surprendre, d'avoir du plaisir. Exact. Oui, oui. Fait que, ouais, t'as 13. Fait que j'avertis tout le monde. Il nous reste une quinzaine de minutes. Fait que s'il y a des questions qui commencent à poindre dans vos têtes, ce sera le temps de commencer à penser à nous le dire. Oui, mais je reviens fait que je vais revenir sur les descriptions. Parce qu'au-delà du fait que, tu sais, bien évidemment, je dis à mes membres d'essayer d'intégrer les descriptions à l'intérieur d'actions, à l'intérieur de déplacements, etc. Il y a des fois où il faut l'écrire. Comment tu te situes où, toi, là-dedans? T'es-tu un gros décriveur, tu trouves? T'es-tu un gros descripteur, un descripteur? Un décriveux. Peut-être, oui, peut-être un peu trop. Il y a des fois que j'aimerais ça avoir un peu plus de retenue. Puis, tu sais, il y a des romans des auteurs que j'aime vraiment beaucoup, qui ont une façon d'écrire qui est très, 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 très efficace. Tu sais, c'est pas pour autant c'est pas pour autant dépouillé comme un scénario, mais je me souviens d'avoir lu comment ça s'appelait donc? Mission Germany, je pense, de Don Winslow, qui est mon auteur préféré. Puis c'est un trailer, puis les chapitres sont peut-être 3-4 pages chacun. Puis c'est tac, 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 tac. Il y a quelque chose qui se passe. Bang, t'as une claque sur la gueule. Après ça, chapitre suivant, tac, tac, tac. Encore une claque sur la gueule. Après ça, un autre chapitre suivant. Puis je me disais, j'aimerais donc être capable de faire ça. Dans le roman, tu sais, on a l'excuse de la longueur pour pouvoir s'étendre un petit peu plus. Puis des fois, avoir des chapitres dans lesquels il se passe moins de choses. Mais moi, j'essaie de me faire un point d'honneur une obligation, en fait. J'essaie de m'obliger à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui se produise. Je veux pas qu'il y ait des chapitres inutiles. Il faut que chaque chapitre serve à quelque chose. Des fois, ça va être passif. Des fois, ça va servir à montrer un trait de personnalité d'un personnage. D'autres fois, ça va servir à montrer qu'on a appris telle chose ou qu'on s'est trompé sur telle chose. Mais j'essaie de m'organiser pour que chaque chapitre nous apprenne quelque chose. J'avais vu un article il y a quelques années d'une romancière britannique, je me souviens pas de son nom, elle écrivait du roman policier, puis elle disait que dans le roman policier, un chapitre très actif te permet d'acheter 3 chapitres dans lesquels il se passe moins de choses. Puis je sais pas jusqu'à quel point c'est encore vrai aujourd'hui, ça. Parce que les lecteurs sont de moins en moins patients. Moi-même, je suis pas très patient comme lecteur. Si après 50 pages, je sais pas où ça mène, je vais voir ailleurs. Donc, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais moi, je prends pas de chance. J'essaie de m'organiser pour qu'à chaque chapitre, on apprenne quelque chose, que chaque chapitre serve à quelque chose. Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense pas qu'un chapitre peut ne servir à rien. Je pense pas que tu as le droit. Je pense même pas qu'une scène a le droit de servir à rien. Non, je pense pas non plus. Quel est le gros minimum, me semble, en tout cas, dans ma tête, il faut que ça serve, ça serve au moins à 2 affaires même. Là, dans le sens, il faut avancer l'intrigue et nous apprendre quelque chose sur les personnages, les lieux, etc. Mais je suis fait d'accord avec toi. Oui, puis tu sais, apprendre quelque chose sur les personnages, c'est quelque chose c'est pas aussi facile que ça ne l'a l'air, ça. Tu sais, il suffit de donner des cours de création littéraire à des étudiants pour se rendre compte que tout le monde ne sait pas vraiment comment faire pour nous apprendre quelque chose sur un personnage. Puis tu sais, tu peux tomber facilement dans l'espèce de syndrome de la carte d'identité, là. Et dans un même paragraphe, là, il s'appelait comme ceci, il y avait des cheveux bruns, des lunettes, un bouton sur le nez, il mange du spaghetti chaque jeudi, il porte des jeans, mais il ne lave pas souvent. Puis encore là, ça, c'est quand même nice, comme c'est un bon setup que tu as fait là. Je trouve que ouais, mais tu sais, c'est un personnage qui... Tu ne peux pas t'empêcher de l'écrire comme il faut. Ouais, on sent que c'est quelqu'un qui est peut-être pas si plate que ça, là. Mais tu sais, c'est le fameux show don't tell, là, tu sais, c'est plus efficace, puis c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Tu sais, à la télé, ça me semble plus facile parce que tu vois des choses, tu vois des mimiques. Dans l'écriture, c'est moins évident de nous apprendre quelque chose sur le personnage sans le dire noir sur blanc. Mais tu
c'est pourtant ça qui est le plus efficace. Puis, il faut que tu laisses beaucoup le lecteur se faire sa propre idée aussi. Tu peux dire, c'était l'homme le plus méchant au monde. Un enfant de 5 ans est capable d'écrire ça. Ouais. Mais montre-moi-le. Montre-moi-le que c'est l'homme le plus méchant au monde. Là, si tu réussis à le faire, puis tu réussis à faire en sorte que je l'haïs, puis que je lance mon livre parce que je l'haïs, là, c'est parce que tu as réussi à me le montrer. Mais dis-moi pas c'est l'homme le plus méchant au monde. N'importe qui est capable de dire ça. Ouais. Ben écoute, une des façons de caractériser nos personnages, c'est à travers nos dialogues. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de comment tu abordes tes dialogues, toi. Est-ce que tu parlais tantôt que tu étais en train d'écrire puis tu as écrit un dialogue que tu trouvais qui sonnait super bien puis tout ça. Donc, ça veut dire que c'est pas toujours le cas qu'au premier jet, ton dialogue est excellent. Fait que comment tu reviens sur tes dialogues une fois que... Ben, en fait, ce dialogue-là, il était efficace parce que c'était deux personnages qui étaient très économes de mots, puis qui étaient pas sûrs s'il y avait un respect l'un pour l'autre, mais ils sont pas sûrs d'être sympathiques envers l'autre. Tu sais? Donc, il y avait comme une espèce de méfiance. Je pense que ça a contribué aussi, puis c'est comme un peu un combat de coq. Là, tu sais? Je vais te montrer que, puis non, moi, je vais te montrer que. Donc, il y a ça qui contribue à la dynamique là-dedans. Dans certains cas, tu as des dialogues qui sont informatifs. Il faut que tu apprennes l'information, surtout moi, j'écris du polar, donc tu n'as pas le choix à un moment donné d'apprendre l'information de l'enquête ou de ce qu'on veut savoir. Puis encore là, l'idée, c'est toujours d'être conscient du contexte, puis d'être conscient de l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que moi, voir des auteurs québécois qui font que leurs personnages parlent... je ne sais pas, mais comme s'il était en train de donner un cours universitaire, ben j'ai un malaise avec ça. Il faut qu'on sente. Moi, mes personnages ne s'expriment pas totalement à la québécoise, là, parce que j'essaie de trouver un équilibre, mais il y a des choses, le nœud explétif qu'on enlève des fois, ou un mot de vocabulaire à un moment donné qui va donner une couleur. Puis j'ai tendance à les écouter beaucoup, les personnages qui parlent. Souvent, je vais dire des répliques à l'oral pour voir comment ça sonne, pour voir si c'est naturel ou si au contraire, c'est un petit peu trop travaillé. Puis des fois, ça arrive très souvent que je me dis OK, elle peut pas parler de même. Là. Voyons, ça n'a pas de sens. Là, j'avais une étudiante il y a une dizaine d'années c'était une étudiante de 17 ans, il faut être indulgent aussi, mais elle, sa vision de la littérature, c'était que c'était essentiellement esthétique. Il faut que ce soit beau. Donc, elle écrivait une nouvelle policière, mais avec des personnages qui s'expriment au subjonctif imparfait, comme dans une pièce de Racine. Fait que, ça marchait pas. Ça marchait pas, là, tu sais. Puis c'est une des choses que les auteurs de romans noirs ont comprises au milieu du 20e siècle, c'est qu'un petit bum qui est dans la rue depuis l'âge de 12 ans, puis qui vend de la dope sur un coin de rue, puis qui a un gun dans ses poches pour se protéger, puis qui fricote avec des voyous, ben il parlera pas comme dans une pièce de Racine, tu sais. Donc, tu sais, ben c'est ça. Puis, même chose dans la police. Ils sont frustrés parce que ça fait 6 mois qu'ils cherchent quelqu'un, puis ils ont la pression des patrons, de la population, des médias. Ils ne parleront pas non plus super bien. Là, ça va se ressentir dans le langage. Donc ça, c'est important de respecter ce naturel-là. Mais moi, je trouve que c'est un bon truc de dire à haute voix ce que le personnage dit. C'est là que tu vois si ça passe ou si ça manque de naturel. Puis, il ne faut pas que les répliques soient trop longues non plus. Des fois, je me surveille moi-même. Là, à un moment donné, oups, là, ça a 3 lignes. Puis, je me rappelle de Jean Petitgrou chez Alire qui m'avait dit à propos de mon manuscrit que même les vers de terre ne voulaient pas, là, qui avait dit ça, c'est rare qu'on voit du monde qui parle aussi longtemps que ça là, dans un dialogue. Là, donc, j'essaye de me surveiller un peu. Puis des fois, même s'il y a beaucoup de choses à dire, ben, je vais l'entrecouper avec une question d'un autre personnage ou avec une réaction d'un autre personnage ou avec la personne qui parle, je vais décrire qu'il se gratte la tête ou quelque chose. C'est comme pour entrecouper ça pour que ce soit moins dense aussi. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui sont même visuels. Là. Encore là, je reviens à un de mes maîtres, Stephen King, dans On-Writing, qui disait « Prenez 2 livres quand vous allez à la bibliothèque, puis ouvrez-les, puis vous allez être naturellement plus attiré vers le livre
qui a plusieurs paragraphes très aérés plutôt que par un livre qui a juste un long paragraphe sur une page. Parce que c'est une question de rythme. Ça fait que, tu sais, j'essaie de garder toutes ces choses-là en tête. Oui, tout à fait. Puis, écoute, comme je te disais tantôt au début, notre projet dans les 15 prochaines semaines, c'est de développer, c'est de créer notre premier jet d'une nouvelle ou d'un chapitre pour ceux qui tiennent à continuer leur livre et tout ça. Et là, ben, il y en a qui commencent puis ils font coudonc, ma première scène, il me semble que j'ai de la misère à écrire les premiers mots de ma première scène. Puis moi, je dis, ben, va à la prochaine scène, tu sais. Mais on a quand même, tu sais, ça c'est mon conseil rapide. Mais toi, est-ce que tu as un conseil à donner des gens qui, comme Ariane, se demandent comment tu fais genre la première action, la première scène dans ton livre? Comment tu l'abordes, toi, quand tu es ton premier jet, là? Vous avez remarqué depuis presque une heure que j'ai tendance beaucoup à citer les autres, hein, parce que moi, je prétends pas détenir la vérité, mais l'écriture, c'est une accumulation de plein d'enseignements, tu sais, qu'on a reçus de tout bord, de tout côté. Puis il y avait il y a un auteur qui s'appelle Luc Baranger qui était venu rencontrer mes étudiants il y a une dizaine d'années, puis qui avait dit dans ton premier chapitre, lui, il appliquait ça au roman policier, mais je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel genre. Dans ton premier chapitre, il faut que tu produises un effet sur le lecteur. On n'a pas le choix, c'est que c'est plate de parler d'une recette, puis j'aime pas ça non plus, mais veux pas, écrire, c'est séduire et manipuler. Puis dans ta première scène, il faut que tu produises un effet. Donc, le lecteur, il faut ou bien que tu le surprennes, que tu le fasses rire, que tu l'intrigues, que tu ailles titiller sa curiosité. Il faut que tu produises un effet sur lui, que tu le dégoûtes à la limite, tu sais, mais il faut que tu aies un effet sur lui. Parce que si après 25 pages, le lecteur est indifférent à ce qui arrive à ton personnage, ça marche pas. Ça va pas bien. Donc, il faut qu'on ait envie d'aller voir un petit peu plus loin. Puis des fois, il y en a qui vont être assez audacieux avec ça. Il y a un roman qui est très peu connu, qui est plus disponible nulle part d'ailleurs, qui est un roman policier d'un auteur qui s'appelle Daniel Dahl, auteur québécois de l'Outaouais. Ça s'appelait Une balle à peine perdue. Et c'est un roman dans lequel le personnage principal, qui est le narrateur, est terriblement antipathique. Il est baveux, il est arrogant, on l'haït. Mais justement, on veut savoir ce qui lui arrive parce qu'on l'haït. Donc, souvent, on va essayer de s'identifier au personnage, mais là, c'est le contraire. Lui, on l'haït tellement, on le trouve tellement baveux, on le trouve tellement imbu de lui-même qu'on veut savoir s'il va y arriver quelque chose de plate à un moment donné. Donc, mais c'est ça, il faut essayer de produire un effet en même temps en dosant, c'est-à-dire que tu ne veux pas non plus aller dans la surenchère puis mettre du sang, puis du sang, puis du sang, puis être sensationnaliste. C'est de trouver un équilibre, mais avec quelque chose qui va aller chercher, qui va aller titiller la curiosité. Tu sais, je reviens à mon exemple du russe dans le conteneur. Moi, comme lecteur, sur le site de Cyberpresse, ça m'avait intrigué. Parce que je me disais, c'est 4 gars dans un conteneur, ils ont traversé l'océan, ils étaient sûrement très inconfortables, 4 dans un conteneur, ils parlent pas la langue, ils parlent pas français ni anglais. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont arrivés là, ils ont débarqué, on les a vus tout de suite, on les a interrogés, puis on les a retournés chez eux. Donc, ça avait quelque chose d'intriguant. Puis, c'est ça. Moi, je pars de la réalité, puis j'essaie de la distorsionner un petit peu. J'essaie de donner une twist qui est un petit peu plus extrême. Tu sais, l'amplificateur, au lieu de mettre le son à 7, là, des fois, je le monte à 10. Là. Puis, quitte à égaliser par après. Oui, ben, très souvent, moi, j'ai tendance à être très over the top là, dans ma première version, dans mon manuscrit. Puis après ça, je me relis puis je me dis, wow, les nerfs, la flamme, là, ça marche pas pantoute. Là, ça, c'est exagéré. Voyons donc. J'ai trop de manger de PFK hier, là, je sais pas trop, mais ça marche pas. Là, donc, j'ai tendance à ramener un petit peu, mais la première version, je laisse aller ces affaires-là. Cool. Puis c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir une directrice littéraire à un moment donné qui m'écrivait dans la marge too much. Quand c'était un petit peu trop exagéré, là, je pense à elle quand j'écris maintenant, puis je me dis, ça ici, je pense qu'elle me dirait que c'est un petit peu trop. Je sais pas, il y a 24 coups de couteau dans la cuisse, on va en mettre 22. Faut se garder une gêne. Ouais. C'est bon. Écoute, on en est déjà à la dernière question. On a trop de plaisir. C'est une question de Marilyn
qui s'est mis au roman policier, puis Ouais. qui trouve que ça fait beaucoup, les procédures judiciaires, le développement des personnages, les indices, les vrais Mhm. indices, les faux indices, puis tout ça ensemble, pour elle, ça fait une espèce de bouillie, là. Fait Ouais. que comment, est-ce que, toi, tu t'es senti dépassé la première fois que tu t'es attaqué à un roman policier où tu avais géré tout ça? Puis, Oui, c'est sûr que oui, parce que quand à tes amis. surtout avec un premier roman policier, tu veux montrer que tu appartiens à la confrérie des auteurs de romans policiers, puis que tu n'es Que pas tu as un le droit imposteur. d'en écrire. T'es pas un imposteur. Mais je pense qu'il faut essayer de cibler assez vite c'est quoi ton apport au roman policier? C'est quoi que tu veux faire? Moi, j'avais eu la chance de rencontrer Martin Michaud, qui était venu en signature au Cégep où j'enseigne. Puis, j'y avais dit, j'ai un projet de roman policier, mais moi, je connais rien à la médecine légale puis à ces affaires-là. Puis, Martin m'avait dit, ben, parle-en pas. C'est aussi simple que ça, tu sais, puis tu contournes, tu sais, regarde. Il dit, moi non plus, je connais pas ça, puis regarde, le labo nous dit qu'il est mort entre telle heure et telle heure. Pas besoin de dire pourquoi, puis c'est quoi qu'ils ont analysé, puis tout ça, tu sais, moi, c'est pas, je le disais tantôt, il y en a d'autres qui le font mieux que moi, ça. Donc, j'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux, c'est raconter une histoire qui est palpitante, qui est très noire, c'est sûr. Je vais explorer la psychologie très, très tourmentée des personnages. C'est que moi, ma veine, c'est ça. Puis, je dirais, tu sais, tout ce qui est procédural, je le faisais peut-être dans mes 2 premiers romans policiers, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un peu secondaire, tout ça. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de grosses invraisemblances. Puis là, j'insiste sur le mot grosse, parce que des invraisemblances, il va tout le temps en avoir. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, à partir du moment où un, un spécialiste en éclaboussure de sang comme Dexter, là, qui était à la SQ, qui est venu donner une conférence dans mon cégep. À partir du moment où ce monsieur-là, qui était policier à la SQ depuis les années 70 et qui était consultant sur des plateaux de tournage pour des films et des séries policières, entre autres américains, là, il a assisté George Clooney, entre autres. Puis à partir du moment où ce monsieur-là, qui est policier, me dit que la pire invraisemblance pour lui, c'est quand on confond un revolver puis un pistolet, là, puis que le reste, s'il est capable d'en prendre pas mal, ben moi, je me dis que c'est bien correct. Puis, Ouais. tu sais, il va toujours y en avoir de l'invraisemblance. Parce que moi, j'écris du roman policier et très souvent, tu sais, une enquête, des fois, il se passe rien. Là, mais moi, je peux pas écrire ce jour-là, rien n'arriva. Le lecteur, il va dire, ben, fais arriver de quoi, parce que moi, je vais lâcher, là, tu sais. Mais il faut que je raconte quelque chose, tu sais. Puis un dialogue, c'est pas la réalité non plus. Tu sais, combien de fois ça arrive que tu réussis à répliquer à quelqu'un, à tout ce qu'il dit, là, paf, 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 tu repars chez vous, tu te pètes les bretelles en disant, hey, j'y ai-tu répondu? Ça arrive pas, ça. Tu sais, moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé d'être dans mon char, 1 heure après, et me dire, ah, shit, c'est ça que j'aurais dû y répondre. Mais tu sais, dans un roman, on ne peut pas faire ça. Tu mets des points de suspension sur 3 pages, puis finalement, c'est ça que j'aurais dû lui répondre. Ça ne marche pas. T'sais. Donc, c'est le roman, j'avais un professeur à l'université à l'UQAM qui disait la littérature, ce n'est pas le réel. Puis je ne comprenais pas tellement ce que ça voulait dire. Puis je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. La littérature, c'est une organisation du réel. Donc, là, tu vas avoir dans un dialogue, tu vas avoir un resserrement, un condensé. Dans la vie de tous les jours, ça ne se passerait pas comme ça. Mais là, pour le bien de la lecture, tu n'as pas le choix de le présenter comme ça. Puis, j'ai complètement oublié d'où on était parti comme question. Mais c'était beau, moi je me suis laissé porter. Ben, c'était comment, c'est ça, est-ce que tu t'étais senti dépassé dans Ah oui. Ouais. Policier, mais ben, c'est correct. Oui, mais c'est ça, t'as pas c'est pas, moi, j'avais la chance d'avoir des cousins qui étaient des anciens policiers à la retraite que j'ai consultés un petit peu pour un minimum de choses, pour être crédible sur certains aspects. Mais j'insiste pas beaucoup, moi, sur les... là, on a envoyé telle chose au labo et quelques jours après, on l'a reçu. Ouais, c'est-tu plausible quelques jours ou ce serait-tu quelques semaines? Ça. J'insiste pas beaucoup sur ces choses-là parce que je sais pas jusqu'à quel point c'est ça que le lecteur veut. Ouais. Je pense que le lecteur, il veut plus des ressorts dramatiques puis il veut voir comment les personnages, comment le personnage qui attend après le résultat du labo, justement, il va être tourmenté par ça. Puis qu'est-ce qu'il va faire de ces soirées? Il va se ronger les ongles, il va se greffer une autre jambe, il va faire quoi? Passer le temps, tu sais. Qu'est-ce qu'il va faire en attendant, justement? C'est ça. Puis dans quoi, qu'est-ce que ça fait? Ça l'amène dans ses souvenirs, ça l'amène dans ses angoisses, etc., etc. Donc, pour moi, ça, c'est plus important que tout ce qui est procédural. Mais je comprends totalement la question de Marilyn. Là. Moi aussi, je me suis posé cette question-là.
Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir été journaliste affecté aux affaires criminelles comme Michael Conley, puis de savoir exactement, tu sais, je veux dire, je regardais le Lincoln Lawyer dernièrement sur Prime, sur Prime, puis sur Netflix plutôt, puis tu sais, c'est quelqu'un qui sait exactement comment ça se passe dans un procès, tu sais, tout ça. C'est une minorité de gens qui ont ces connaissances-là. Ça fait que nous autres, de l'extérieur, à moins que tu sois dans le milieu, tu fais de ton mieux puis tu parles de ce que tu connais. C'est probablement que c'est l'être humain. Ça, c'est une super belle réponse. Ça ferme bien l'entrevue aussi, en plus. Fait que là, je te remercie officiellement. Merci beaucoup, Steve, d'être venu. Merci beaucoup, Carl, pour l'invitation. Ça m'a fait grand plaisir. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses. C'était le fun de vous voir. En plus, souvent dans ces entrevues-là, on est comme juste l'intervieweur et l'invité, puis on ne voit pas qui est là. C'est super le fun de vous voir. Puis il n'y a personne qui s'est endormi. Je trouve ça merveilleux. C'est bien. Ils ont fermé leur caméra pour être sûr que tu ne les vois pas. Là. Je pense qu'ils ont je salue l'enregistrement. Bye bye, enregistrement. On va dire à la prochaine.